Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, les choses iront bien. Qu'on donne la chance au processus qui va commencer très prochainement pour toutes les provinces, pour te donner une réponse. Même à Kananga, il n'y a pas de gouverneur. À Kananga, il y a des problèmes à gauche à droite. Déjà, une réunion du Conseil de ministres avait prévu, instruit le ministre de l'Intérieur de faire un rapport quant à toutes les provinces qui ont des problèmes, enfin de régler ces problèmes par de nouveaux gouverneurs. Mais aussi, il faudra que la majorité qui viendra en 2023, la majorité fâchée de 2023, cette majorité pourra passer à revue la problématique de la décentralisation et du fonctionnement des entités territorialement décentralisées pour régler ces conflits-là au lieu que les provinces se développent, comme Mobutu avait commencé avec sa stratégie de diviser le Kivu et de diviser l'autre province progressivement. Il est parti. Vous voyez que les trois Kivu se sont développés. La Camarilla au pouvoir était partie trop vite pour faciliter la bataille. Voilà la réponse. Mais ils ont échoué. Le Congo sera indivisible. L'Assemblée qui viendra, si on est élu député, viendra proposer de nouvelles lois, compte tenu des faits répétitionnels, compte tenu des faits sociaux en ce qui concerne la déstabilisation des gouverneurs par les assemblées. Qu'on puisse proposer une loi qui pourra d'une manière ou d'une autre sécuriser l'exécutif du provincial afin d'éviter cette déstabilisation qui retourne le développement dans ces provinces. Deuxième question. Qui représente La deuxième question. L'Union sacrée. Merci beaucoup. Je peux dire que je n'ai pas de questions de réponses à donner à cette question. Mais je dirais que l'Union sacrée, c'est la suite de notre qualité d'opposant au sein du gouvernement pour triompher les ténèbres afin que la lumière soit. Et on a eu aligné comme le mandat des députés est tel qu'ils peuvent se décider, ça qu'ils puissent recevoir des injonctions. Ils ont suivi la vision du président de la République pour avoir une nouvelle majorité qui va travailler pour l'intérêt du peuple. Vous avez suivi les discours du Premier ministre, qu'il se bat pour le social et de régler la problématique de l'insécurité à l'Est. Et ce sont de grandes questions de ce gouvernement. Nous les accompagnons avec l'Union sacrée qui est en train de subir des modifications, des rédactions, vous l'avez dit, quant à ces textes par les autorités que le président avait chargées. Les jours à venir, vous saurez qui dirige quoi, quels sont les organes, et ça sera ainsi. Moi? Oui, j'ai une question. Bonjour, je m'appelle Pichou Mangaya, je suis journaliste de la chaîne clébois.com. Excellence, tout à l'heure, nous avons parlé de la corruption dans l'armée. Vous nous avez dit pendant le discours que vous étiez au courant, que la corruption était là, que vous avez averti donc, les autorités, y compris, je pense, le chef de l'État. Dernièrement, on a vu le chef de l'État à Goma qui donc, nous a fait une interview où il nous disait justement qu'il était au courant qu'il y avait de la corruption. Comment ça se fait que c'est à son retour de Goma qu'il a pu s'activer? On a eu des arrestations et d'autres choses qui ont été faites. Est-ce qu'on ne vous a pas écouté en tant que ministre délégué où il fallait qu'il aille sur place pour se rendre compte qu'il y avait un problème? Non, mais les arrestations ne commencent pas maintenant. J'ai été écouté. Parce que moi-même, j'avais fait arrêter tous les détourneurs des fonds destinés aux anciens combattants en mouvement. Et j'avais retourné au Trésor public plus de 900 millions de francs congolais par mois. Il y avait 10 000 personnes qui bénéficiaient de fonds alloués au traitement des anciens combattants. Je pense que la presse en avait parlé. Il y a des vidéos où le gouverneur de province retourne 350 millions de francs congolais pour 8 mois ou 6 mois. C'était 2 milliards, quelque chose qui
remettait au quai du Trésor. Moi-même, j'ai fait invalider sous la liste des paix 3500 anciens combattants à Kinshasa qui constituaient des doublons qui bénéficiaient de double paiement. On a fait une commission de travail avec le ministre du budget et on a trouvé que c'était des fictifs. On les a annulés. Et en Bougeois, il y avait des officiers ainsi que des divisionnaires du budget et de finances qui étaient arrêtés, qui sont devant le juge, qui ont comparu. Et la suite des événements a fait que mon aîné, le ministre de la Défense nationale, Moukena, avait à son tour annulé 9000 doublons au niveau de la défense et sécurité. 9000 doublons, 9000 doublons. Prenez 9000 doublons, il faut autant d'argent, il faut autant d'années. C'est combien d'argent? C'était un bel exemple. Et les autres, il fallait réunir des moyens, il fallait des commissions stratégiques. Et le président de la République, ce n'est pas quelqu'un qui se prononce comme ça. C'est-à-dire, on lui a donné tous les dossiers et toute la traçabilité. Et il a mis maintenant le mécanisme procédural. Les gens sont arrêtés. Ils sont déjà devant la cour militaire, en train d'être entendus. Et c'est ce qui fera que l'argent rentre encore dans le budget de l'État, dans le trésor public. Et ça pourra nous aider à payer davantage de retraites militaires. Je vous avoue, à l'entrée du président de la République, il a amélioré les salaires des militaires avec 10 $. 18 ans de la reine de la Camargue arrivée au pouvoir, vous avez donné 5 000 francs au Congo. Notre entrée, nous avons majoré avec 10 $. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Le président travaille sur ça pour la mise en condition de militaires. Le président de la République, je vous l'informe, ce n'est pas un secret. Il y a des projets pour les casernes des militaires. Un protocole d'accord était signé avec les Américains, c'était rendu public. Ce n'est pas un secret. Pour la mise en condition et la mise en livre des militaires par le plan de la République et par le ministre de la Défense. Ce sont des choses qui sont en train d'être faites pour que notre armée puisse récupérer son honneur et sa puissance de feu. Ma deuxième question, Excellence, c'est par rapport à l'état de siège. Donc, dernièrement, on a eu des députés provinciaux qui commencent donc à parler par rapport à l'état de siège et la durée de l'état de siège. Pour certains députés provinciaux, ils commencent à mettre en cause, comment je peux dire ça, pour eux, l'état de siège n'était peut-être pas la bonne solution pour l'Est du pays. Que pensez-vous déjà de l'état de siège, vous en tant qu'ancien ministre? Les députés sont élus pour défendre leur population. Les députés n'ont pas d'armes. Les députés n'ont pas de service de sécurité. Les députés ont un rôle d'accompagner le pouvoir, afin que le peuple qui est en insécurité sur cette partie du territoire puisse être protégé. Et la proposition de l'état d'urgence, parce qu'il y a eu des répétitions, 18 ans de cette situation-là, depuis l'entrée de la FDEC, c'est le grand cadeau que nous ont laissé à quitter le pouvoir. Et nous, en tant que démocrates, nous ne pouvons pas abandonner notre population dans cette façon-là. Le président avait promis dans son discours de campagne que je vais terminer cette guerre à l'Est. Il a mis un mécanisme politique et constitutionnel qui est l'état d'urgence. Pourquoi un député peut venir s'opposer à ça? Parce que ça commence déjà à produire de fruits. Et le Parlement, par le biais de la Cour constitutionnelle, qui a donné au Parlement, pendant que vous êtes en vacances, vous devez venir pour chaque fois renouveler le mandat de l'état d'urgence. Cela est réglé. Donc les députés ne peuvent que faire des discours dans le sens de soutenir les forces armées de la République du Congo, soutenir nos militaires, afin que ceux qui se cachent dans le bouche et qui tuent nos frères, qui créent la désolation, puissent cesser de le faire et que l'autorité de l'État puisse être instaurée à travers cette partie de la République. Merci beaucoup. Merci. J'ai des questions pour pas tout terminer. La première, c'est une question commencée peut-être bas. Je voulais savoir, avoir votre position par rapport au projet de loi sur la dot. C'est quel le député qui propose ça? Il y a un projet de loi qui fait vraiment, qui met toutes les formes en colère. Je voulais avoir si votre position. De deux, c'est la question qui va s'importer par rapport à l'église. Je sais qu'il y a un accord cadre qui limite l'action de l'église catholique dans le pays. Là, Il y a le territoire de joie à Lubumbashi lors des grands événements. Les catholiques avaient fait pression pour consolider. On a commencé à nous attaquer au royaume, à Kinshasa.
l'Église est venue organiser ces manifestations à partir du paroisse. Ce qui avait divisé la police et l'armée qui était dans l'impossibilité pour nous étouffer à la humanité. Ça nous a permis de faire tomber beaucoup de choses et avancer. Deux fois, nous devons écouter l'Église, deux fois, nous devons contourner ce qui est anormal pour l'Église. L'Église, ça c'est anormal. Ne faites jamais la guerre avec l'Église, surtout l'Église. Vraiment, c'est je suis un initié. J'ai été formé chez les catholiques comme scout. Je suis appelé chef sanglier. Je suis scout. J'ai été à Don Bosco Salam, à Lubumbashi. J'ai commencé les études. Je suis encadré un peu jeune. Je ne peux pas conseiller à quelqu'un de s'attaquer à un degré comme un évêque, quel que soit ce qu'il dit. Ce sont les jeux de petits enfants. Il y a des endroits où nous pouvons regarder ce que l'Église peut dire qui ne tiennent pas debout. Il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas debout. Il y a une manière de le regarder. Et aller insulter les serviteurs de Dieu, c'est manque de la tolérance. Et la tolérance est notre originalité. La tolérance. S'il donne sa position, je me limite en donnant la mienne sans que je ne puisse pas déranger l'autre. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Dans l'amplitude de ces piliers, il y a la tolérance. Si vous n'avez pas de tolérance, vous allez aller imposer tout le monde de penser comme vous. Soit je voulais vous dire tout à l'heure là, au nom de cette loi-là, on a rencontré un débat et selon de la tolérance, je laisse les gens qui font le ping-pong là, contrôler le jeu de ping-pong. Je connais la vérité. Je connais quand est-ce qu'on peut élaborer une loi. Je connais les éléments qui peuvent faire que cette loi-là puisse être adoptée et votée au Parlement. Quand un phénomène social devient un fait social et les faits sociaux deviennent totaux et globaux. Quand ça devient totaux et globaux, il faut au plus vite possible les réglementer. Si vous ne les réglementez pas, ces faits totaux et globaux qui riment une société, qui dérangent une société, qui troublent l'attitude des citoyens, qui insécurisent une nation, deviendra une bombe. C'est pourquoi on a constaté dans notre pays qu'on violait les filles de 14 ans, comme la loi le prévoyait avant celle de 2006. On a constaté qu'à l'Est, nos mamans étaient violées. On a constaté que nos sœurs dans les écoles, dans les universités étaient violées. On a renforcé la loi pénale parce que le phénomène d'un viol qu'on avait constaté un jour, mais ce n'était pas limité à un jour. Oh, mou violo à Lubumbashi. Oh, mou violo à Kinshasa. Oh, mou violo à l'Est. Oh, les militaires ont violé. Les députés se sont encore réunis. Ils ont dit que ces faits ici n'est plus encore un phénomène social. C'est devenu un fait social. Quand ça devient un fait social, cela veut dire les phénomènes de viol là que je lis ici devient répétitionnel. Et quand ça devient répétitionnel, il faut trouver une solution pour stopper. Et nous avons eu la loi sur les violences faites à la femme. Et nous avons modifié même la loi portant un viol. Où il y avait d'abord 14 ans, il y avait la pénétration qui a changé. Même le fait de toucher l'orifice sur le corps d'une petite fille. Moi, la bateau, une petite fille à base, tu commences à introduire des trucs là, en tout cas, avec un objet autre que ce qui est produit. Moi, je dis non, ensuite, c'est parce que le cas qui mis, et ce qui, ton zone là, sinon, ton monde qui a infiltration, peut comment tu es. Et donc, on continue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons discuter la bataille. Là, la réponse. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je vais juste
Ces questions, attendez, ces questions vont continuer. Vous avez posé encore une question sur la communication de l'UDPS. Ah, bon, mais j'ai dit que je vais répondre dans une minute. Ça, ce sont des choses qu'on peut parler quand on n'a pas trop. Je ne suis pas le bouche de l'UDPS. En fait, j'avais juste compris par rapport à Excellence, ce qu'il vient de dire concernant le viol. On a suivi à la télé, tout le monde a suivi l'arrestation de M. Djebouloura, à qui le président de la République avait accordé pour le faire sortir en prison. Mais nous constatons qu'à l'heure actuelle, le monsieur, il a refait la même chose. Mais la loi va encore le refaire aussi. Non, mais là, il est libre, Excellence. S'il est libre, donc la loi a trouvé qu'il est innocent. Il s'est défendu. Ah, ok. Il s'est défendu. C'est défendu. Parce qu'en matière de viol, la liberté, c'est pas facile pour l'avoir. Si tu as la liberté dans cette matière-là, donc il s'est défendu. Parce qu'il a dit qu'il c'est lui qui était la victime. On a voulu le contourner. Parce qu'on dit qu'il avait déjà fait ça. Tout qu'on se lève à voir, Esaïe, je suis très content. C'est logique. Il s'est défendu. Mais si la famille de la fille trouve qu'il a encore des preuves, qu'ils aillent devant les instances, qu'ils continuent la procédure, on va fixer le dossier devant les juges. Moi, je ne peux pas accepter qu'on puisse violer une fille ou donner caution à un violeur. Je ne sais pas. Quand on viole une femme, c'est fini, on tue la nation de l'honneur. Il nous reste une dernière question. Bonjour à tous, merci beaucoup, Excellence. Je suis Carlos Luigi, membre de RDT France. Je suis étudiant en master en matériaux SAP. En effet, j'en ai deux questions qui concernent globalement la jeunesse. La première est celle-ci. Je tiens quand même à commencer par dire que je vous remercie parce que je suis un peu aiguë par l'essence de votre personne ainsi que votre capacité à pouvoir placer les choses, mais aussi à retracer l'histoire. C'est tellement remarquable. Étant jeune, nous n'avons pas souvent l'habitude d'écouter ce genre de discours qui absolument on en a besoin. Alors, la première des questions serait liée à la notion de double nationalité. Enfin, j'ai quand même l'habitude de suivre le président Yoann Fouch, je le suis aussi souvent avec vos interviews et lorsque vous passez devant les journalistes. Il y a un jour, le président avait évoqué quand même cette notion de la double nationalité qui concernait un peu le côté diaspora, que s'il y avait un moyen, on pouvait aller se pencher sur cette question-là par rapport aux personnes qui, par leur parcours, changer la nationalité. Je trouve que vous êtes capable de pouvoir certainement évoquer cette question. Et étant donné que vous êtes aussi docteur en droit constitutionnel, Non, je suis docteur. En doctorat en droit constitutionnel. Bientôt là, dans les jours venus, je voudrais défendre ma thèse à Montpellier. Ah, super. Et, je suis docteur en sciences politiques. En sciences politiques. Et du coup, ma question était... J'ai un PhD en sciences politiques. Ah, super. Du coup, est-ce que nous pouvons espérer, parce que je pense qu'aujourd'hui, tous les yeux sont fixés pour les élections qui vont venir bientôt, est-ce que dans ce parcours, autant qu'il y a un peu réduit, est-ce qu'on peut quand même espérer que cette question-là de la double nationalité puisse être évoquée, notamment à l'Assemblée nationale, par les présidents, parce qu'il a émis ça par une question de journaliste. La deuxième question serait axée sur la jeunesse, que vous entendez parler, c'est vraiment des éclaircissages que nous avons besoin en tant que jeunes, que faisant partie de la RDT, est-ce que dans l'avenir, et aussi dans l'idée des élections qui vont pouvoir venir, est-ce qu'il y a des moyens à mettre en place des mécanismes qui vont justement permettre à ce que la jeunesse puisse être au courant et aussi guider et aussi éclairer sur la situation de notre pays? Parce que vous, en arrière-temps, vous avez pu retracer l'historique du début jusqu'à où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous en sommes maintenant, où est-ce que nous sommes en train de nous projeter. C'est remarquable et nous n'avons pas souvent cette possibilité de comprendre les choses telles que vous avez bien évoqué. Est-ce que dans l'avenir, il y aura un moyen de mettre en place peut-être des ateliers ou des formations, d'informations pour la jeunesse afin que nous soyons mieux informés pour pouvoir nous aussi à la problématique de notre pays? Alors, je vais rajouter une question parce qu'on est ensemble. Ma dernière question, en fait, c'était pour savoir, tout à l'heure, vous avez évoqué les médiocres, les tueurs et tout. Et nous voulons savoir au sein du RDT, c'est quoi les conditions d'adhésion? Parce que nous avons peur que demain, les médiocres se retrouvent dans notre camp. Parce qu'ils sont en train de chercher des orientations politiques pour les élections 2022. Excusez-moi, je peux poser une question qui va avec sa question par rapport au RDT. Écoute, moi j'ai connu RDT
il y a peu de temps, très franchement, je vais vous dire. J'ai rencontré un jeune qui fait partie du RDT, justement, par rapport à ma page, justement, Excellence Yimbanga. Il me parlait beaucoup de ce parti, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de partis au Congo. Moi, je voudrais savoir, Excellence, expliquez-nous vraiment le RDT, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que vous avez comme infinité, je dirais, avec le pouvoir, le président Tshisekedi, qui est donc le chef de l'État pour l'instant, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Je vais balayer ces trois questions. Double nationalité, je suis présent pour la double nationalité. Et RDT soutient la double nationalité parce que ça fait partie de ce que je vais vous dire, de l'évolution de la chose. Ça fait partie de l'évolution de la chose. Il y a des Congolais qui ont changé de nationalité, qui ont des compétences, qui sont de père et de mère, qui sont de mère, qui sont de père, qui peuvent rentrer dans le pays avec leurs compétences, et leurs entreprises, leur argent, c'est-à-dire le père et le pays. Mais il faudrait qu'on puisse arranger la loi pour voir quand est-ce qu'ils peuvent accéder à des super fonctions, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela. C'est pourquoi il y a un ami qui propose une loi sur la double nation, un ami du FCC que j'aime bien, un jeune avocat en nature, Maître Moutama. Maître Moutama, il propose une loi sur la double nationalité. Nous ne pouvons pas nous en passer. Les grandes nationalités, les grandes nations ont eu à évoquer cette question et ils ont ouvert la brèche. Ça a donné beaucoup d'avantages. Vos enfants, leurs petits-enfants, qui auront la souche congolaise de père et de mère, ou de mère, ou par filiation, par je ne sais quoi, ils diront toujours dans un marais, et ils doivent un jour se dire, je viens de servir la République, qui peut l'en empêcher? D'où il faudrait que nous puissions harmoniser le cas du juge juridique, car c'est à la double nationalité. Comment est-ce que les autres nations, si elles acceptent, comment est-ce qu'elles vivent? Le Rwanda, ils ont la double nationalité. Ça les a ouvert beaucoup de portes. Aux États-Unis et partout au monde. Comment? Il y a d'autres nations africaines qui ont la double nationalité. Et quand vous lisez les documents, vous faites les recherches par rapport à cette question, vous verrez que beaucoup de nations qui ont utilisé cette double nationalité ont été des nations qui ont évolué. La double nationalité n'a rien à voir à votre histoire là de la loi, non? Ça n'a rien à voir. C'est juste une possibilité de bénéficier de double protection juridique dans un pays riche qui t'a reçu comme étranger et qui t'a donné le droit de vivre. Et selon leur loi, 10 ans, 5 ans, on te l'accorde. Si on te l'accorde, tu dois te soumettre à cette loi. Mais ton pays d'origine a aussi besoin de toi. S'il accepte que tu payes par raison de tel ou tel autre, tu peux l'acquérir. Il n'y a pas de problème. Mais il faudrait que la loi puisse porter cette question afin qu'on puisse protéger tous ceux qui chercheront à nous détenir cette double nationalité. C'est pourquoi le président de la République avait dit qu'il ne trouvait pas d'inconvénient pour que les juristes réfléchissent sur ça. Et ils sont en train de réfléchir. J'ai vu un avocat que je connais bien, un confrère, qui a réfléchi quant à ça. Il propose maintenant un député qui va porter ça au Parlement. Sur la dot, je continue par là, après je réponds à deux questions, si vous avez oublié, sur la dot, la loi sur la dot. Parce que ça, qui dérange. Ça ne dérange pas. Peut-être que vous n'avez jamais lu le code de la famille. On appelle le code civil de la personne. C'est l'autorité. Les fiançailles avaient des limites qui étaient déjà données. Et le montant était prévu. Le montant était symbolique. Mais au lieu de donner le montant symbolique, vous commencez à demander des deniers. Des deniers symboliques. Deniers, ce n'est pas symbolique.
ce sont des espèces sonnantes et trébuchantes. 2000. Elle y compte. 1500. En dehors de ça, chaîne musicale, télévision, moto, machine, beaucoup d'autres trucs encore là. Il ne faut même pas partir de la culture. Parce que les télévisions ici, vous les empruntez. Mais on commence à les demander. Même des équipes. Non, il fallait qu'on regarde quand même ces domaines-là. Et moi, j'appuie, et c'est pour protéger aussi nos soeurs. Comment on dit que les femmes sont mécontentes? Non. Tu ne te fais pas marier selon la loi congolaise. C'est la famille qui te marie. C'est ton père qui te marie. Il est devant l'état civil. On lui pose la question, cette fille, cette dame, appartient à qui? Qui sont ses parents? Et les parents s'élèvent, ils disent, je donne ma fille à tel. Et tu as reçu la dot, il dit, j'ai reçu la dot. C'est combien? Il dit le montant. Et même si vous allez devant l'état civil, tous les montants qu'ils écrivent là-bas, ce sont des faux montants. Même s'ils touchent 4 000 $. Elle a dit là-bas, il dit 400 000 francs. Parce que les beaux-fils n'ont pas besoin d'aller de pied, non. Mais c'est l'état civil, j'avais donné 4 000. Puis le commis à 400. Il cherche toujours à rester dans ce qui est normal. Pour ne pas dire qu'on vend nos soeurs. Mais aujourd'hui, c'était devenu une bêtise. Mais la loi est là pour ça. Pour réglementer un problème dans la société. On est venu réglementer un problème dans la société. Pourquoi Mikoboy? Ça faisait que les femmes aussi traînaient là. Non, mais c'était compliqué. Alors qu'à 2000, alors qu'à 1000 à Riassal, non mais allez-y comprendre. Moi d'ailleurs, moi tu dois aller demander qu'on y retourne. Moi je vais faire une procédure en réclamation. Pour qu'on me retourne. On me retourne, on s'est soumis, il faut qu'on soit soumis. Il faut qu'on soit soumis, c'est un mandat. Je viens de suivre une vidéo ici, j'étais mort de rire. Une famille, à peine des vidéos commencent à sortir, ils reçoivent deux messieurs, ils disent non, papa, tu es pas dans mon attaque. Papa, tu es la bonne, papa, tu es la 400, tu es la 400. Le papa, il a évalué, j'ai nourri ma fille, il a fait Chidia Bolingani, Bossangani, c'était 600, c'était autant, à l'université, on avait corrompu avec autant, et on avait donné ceci, il était malade, papa le dit, vous jouez avec moi. Il a pris une machette, il a cassé les deux garçons. Alors que c'est juste pour que nous puissions consolider nos cultures. C'est normal déjà que d'autres ici m'ont dit. Mais il faudrait maintenant qu'on oriente ça. Allez épouser à 2000. Mais il y a qu'à te vendre comme un succès. Parce qu'on n'a pas l'argent rapidement à donner. Quand on a limité à 6 mois, c'est pour protéger encore nos soeurs. Nous, on a eu la chance de faire une chanson un peu laïque. Mais dans mon sous. Et perquita koto, donc nous sommes bandés, non, après, ils ont monté, on va faire ça 10 fois. Par contre, on a pour moi citer, par contre, on va citer, par contre, on va acheter la fiancée. On ne dira jamais que l'homme a changé de fiancée. C'est rare qu'on parle de ça. C'est une culture que nous voulons protéger. Moi, j'appuie cette loi-là que les parlementaires puissent voter, néanmoins qu'on puisse aussi laisser une partie d'études liées à la faculté. Un mari peut venir chercher à honorer autrement sa femme, vous allez mon ébélé. Parti on a faculté facultative, voilà, on a mon ébélé. Après, si je fais son mariage, c'est possible. Donc la loi est encore en chantier, en discussion, elle n'est pas encore votée. Si les lobbies de femmes ont des propositions, couchez les propositions, vous voyez les députés au moment de l'étude, ils vont corriger. Ce n'est pas encore tard. Excellence, moi étant que femme, je pense que cette loi dévalorise carrément. Parce qu'en fait, parce qu'on non, ne dévalorise pas. On vous est posé au Congo avec un sac du sel. Oui, ça c'est l'ancien. Non, pas l'ancien. C'est dans cette loi-là. Cette loi-là, elle est de 1982. Elle est de 1982, cette loi-là. Oui, je vais il y a des années. en fait. Oui, en fait. Ou bien vous voulez commencer à vous faire marier vous-même. C'est pas ça, parce qu'en fait, pour moi, j'ai compris que cette loi nous dévalorise. Comment ça, vous ne vous vendez pas? C'est symbolique le mariage. Oui, mais laissez-moi finir. Oui, c'est symbolique, bien sûr, c'est symbolique
les mariages. Mais nous savons tous qu'à l'ancienne, on donnait qui est juste des symboliques, tout ça là, et puis ça passait. Mais là, actuellement, c'est pas le cas. Les lois, selon l'honorable Mbaou, il a dit